Bonjour les gens. Et oui, on se retrouve pour un nouveau petit live. On est sur Twitch. Donc, pour ceux qui regarderont cette vidéo un peu plus tard sur YouTube ou sur d'autres supports, en tout cas, salut à vous. Donc, du coup, pourquoi je fais ce petit live? Pour une raison très simple. On va faire une raison très simple, c'est parce que on a une fin d'année qui arrive. Là, nous sommes vraiment sur la fin d'année et je pense avoir vu la plupart des films qui, moi perso, m'intéressaient, des films que, en soi, artistiquement, cinématographiquement, il y avait beaucoup d'intérêt. Donc, on va passer du côté un petit peu, on va dire, obscur, où faut classer. Faut classer les films qu'on a aimés tout le long de l'année 2022. Et bougre, il n'y en a pas eu. Il y en a eu des très bons coups de cœur, des très bonnes surprises. Euh, Par exemple, j'ai beaucoup de regrets de ne pas pouvoir mis certains films. Je pense notamment à X de T. West qui était vraiment très sympa et sa suite, enfin son préquel Pearl qui était vraiment sympa. Moi qui est un film que franchement j'ai trouvé très intéressant, très abouti sur la notion du rêve américain et de cette facette des 90s et du porno façon slasher. Moi perso j'ai trouvé ça très intéressant et un peu contre-courant et qui est d'ailleurs un des plus gros succès de 24 avec l'autre film là, Everything Everyone at the Ends. Bon, c'est calamiteux, j'arriverai jamais à le dire celui-là. Mais globalement, on est sur une année assez satisfaisante sur certains films, même si, bon, il y a globalement, il n'y a pas eu que des merveilles. Par contre, je fais pas de flop, parce que moi, j'aime pas descendre les mauvais films. J'aime pas leur donner une place, j'aime pas leur donner l'intérêt. Et quand quelqu'un vous emmerde, la meilleure façon, c'est de l'ignorer. C'est un petit peu pareil avec les mauvais films. D'ailleurs, en autre film, je pense notamment à un film qui va dérouter certains, que je n'ai pas mis dans mon top. Il s'agit de Ambulance de Michael Bay, que j'aurais vraiment voulu mettre dans le top. Certains vont me dire, ouais, t'aurais pu faire un top de 11, une égalité avec d'autres. Mais thématiquement, j'avais pas un film assez proche pour me dire, je vais le rallier avec celui-là pour rajuster un petit peu. Donc clairement, voilà, donc techniquement j'aurais dû faire un top 12 avec X en 12 et Ambulance en 11. Mais clairement, après, le cœur a choisi d'autres films. Donc, ce n'est que mon avis strictement personnel. Donc, du coup, on va commencer ce petit top 10 avec les petits films sympas à voir. Donc, du coup, quel est le numéro 10? Et on commence par du film français. Incroyable. Du film français. Alors, étonnamment, il y a pas mal de petits films français sympas, mais c'est pas forcément ceux que j'attends. Par exemple, Vortex de Gaspard Noé, je l'ai pas mis dans le classement. Parce que, en dehors que c'est un très bon film et que j'ai beaucoup accroché thématiquement et mise en scènement, je trouve que Gaspard Noé reste un des réalisateurs les plus prolifiques de ce qu'il peut faire. Maintenant, il fonctionne à une façon, c'est-à-dire film très peu petit budget relatif, hein, parce qu'il était quand même 4 millions d'euros Vortex, mais à côté, il arrive à faire ses films sans trop de soucis, qui coûtent pas trop cher et développer un peu sa mise en scène dans son style. Voilà. Et là, on part sur un film où Louis Garrel, ça a été un réalisateur que je trouve. Son premier film, franchement, j'ai pas pour dire j'ai détesté, mais j'ai trouvé ça vraiment pas bon. Que ça soit mise en scène, scénario, écriture de personnages, y a rien qui allait dans ce film. Et j'avais l'impression de voir vraiment tout ce que je déteste, c'est-à-dire le prototype du film de Bobo Parisien. Ce que j'ai pu voir par exemple avec le film de. Comment ça s'appelle La fille de. Oh putain, j'ai oublié son nom. Celui qui est sorti l'année dernière et qui était vraiment une histoire d'amour entre une jeune fille et un homme plus adulte, clairement, qui ne sent que ni tête, qui était mauvais au tout point. Et là, l'innocent, j'ai l'impression que Louis Garrel a vraiment pris un petit peu en bouteille. Il a fait bon, j'ai fait un premier film, voilà. Là, j'ai envie de partir sur quelque chose d'un peu plus rigolo et un peu plus sympa. Et clairement, je suis très étonné de l'innocent. Alors, en dehors du casting qui est juste exceptionnel, Louis Garrel, quand il joue, c'est très drôle. Même si des fois il a tendance à un peu faire du Louis Garrel, mais ça reste quand même sympa dans le terme de jeu. Noémie Merlan qui est juste magnifique. Anouk Greenberg qui est super. Et Rothschildizim qui est super aussi. Tout le casting est magnifique. Joue à la perfection. On est vraiment sur du petit film où tout simplement c'est la mère de Louis Garrel, du personnage joué par Louis Garrel, qui va se marier avec un ancien détenu de prison et du coup qui était un ancien brigand. Et du coup, lui, il est un peu en mode ouais, bon, je sais pas, je vais un peu l'espionner pour voir ce qu'il fait, accompagné de sa copine.
Donc du coup, derrière, bah, clairement, on est sur un scénario vraiment très prenant, bourré d'humour, très bonne ambiance, et franchement, bourré de bonnes surprises de mise en scène. Je pense notamment au split screen, je pense au zoom, je pense qu'il y a vraiment des bonnes idées. Et je trouve vraiment ça intéressant de se dire qu'il y a vraiment des réalisateurs qui ont encore vraiment une patte comme ça, et que je me dis, bon, franchement, le cinéma français, c'est rafraîchissant de me dire un vrai film de cinéaste au final. Et donc, je suis curieux de ce que Louis Garrel va donner sur les prochains films. Et franchement, ça a été une très bonne surprise. Moi, justement, je suis allé le voir en mode, bon, la bande-annonce m'avait pas tant inspiré que ça. Et au final, bah, franchement, j'étais vraiment surpris de tout ce que le film a amené d'un point de vue cinématographique, d'un point de vue de l'ambiance. Franchement, c'est une très bonne surprise que je vous conseille vivement. Donc, L'Innocent, essayez-vous de le choper en Blu-ray, VOD ou n'importe quoi, mais regardez-le, c'est vraiment sympa. Numéro 9, ou tant de suspense. Northman, et on va réajuster ça. Voilà, j'aime quand c'est bien rangé. Bon, là encore, je peux la rétrécir un peu parce que, hop, pour qu'on voie un peu bien les hauts. Donc, The Northman de Robert Eggers. Alors, Robert Eggers, c'est un mec qui tape un peu mes classements depuis son premier film avec The Witch, avec Anya Taylor-Joy, qui était vraiment un excellent film. Et sur le film, c'était The Lighthouse, qui a été encore une claque, qui fait partie vraiment de Robert Eggers, ça fait vraiment partie de ses réalisateurs d'un certain irrédentia, une certaine élite du cinéma de genre, de qualité de cinéma de genre, on va dire. Je pense à notamment Ari Aster, Robert Eggers. Il y a aussi, on peut même caler David Robert Mitchell, même si David Robert Mitchell, je trouve que ce côté plus pop que les deux autres, là où Ari Aster et Robert Eggers, je sais pas si ils ont de la joie de vivre, mais en tout cas, c'est clair que leur film inspire la joie. Et par exemple, ça se voit notamment chez Ari Aster ou Robert Eggers. Vous voyez leurs premiers films, même leurs courts-métrages qui sont disponibles sur YouTube. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont vachement intrigantes, très intrigantes. Et du coup, The Landsman, c'est clairement un film de vengeance sous air viking. Et du coup, en fait, ce qui est vraiment intéressant dans ce film, c'est de se dire une chose. En fait, c'est que c'est. Alors, le concept est tout con, parce que, en fait, c'est un film de vengeance, c'est un enfant, il voit son père mourir, de la main de son oncle, du coup, il veut libérer sa mère, et tout ça. Qui va grandir et être bourré de testostérone. On n'est pas très loin du mythe de Conan au final avec Shorty, le premier parce que le deuxième est une calamité. Mais clairement, il faut se dire une chose, que pour moi, ce film est réussi sur au point sur tout ce qui est l'aspect de la vengeance n'est que faux, ne faux semblant, et que tout ce qui est de l'ordre de la vengeance n'entraîne que la vengeance et que ne se finira que par la mort. C'est ça qui est intéressant de ce film-là, c'est que là, on est sur du film de viking, où vraiment les scènes d'action sont très bien amenées, l'aspect fantastique est très bien amené, Anya Taylor-Joy est magnifique et possessif, notamment je pense sur la dernière scène où on la voit, où elle crie au soutien de son homme, et que moi je trouve ça vraiment magnifique dans la manière dont elle est possédée. J'avais l'impression de revoir un peu la Anya Taylor-Joy de The Witch, clairement, avec une certaine tendresse et subtilité dans le regard. Là où je trouve qu'elle l'a un peu perdu dans certains films, pour être plus froid, moins fun, plus dans le jeu. Alors que la dernière fois que j'avais vu ça aussi, c'était où il y avait ce contresens, c'était vraiment dans le film d'Edgar Wright. Mais là, clairement, franchement, tout dans ce film, tout pour moi inspire la grandeur, la testostérone, mais bourré justement pour te dire à quel point cette testostérone, justement, à contresens, peut être aussi très mauvaise. J'ai entendu beaucoup de théories disant que ça parle de la masculinité toxique. Au début, je n'étais pas forcément d'accord. Et en me le rematant, il n'y a pas très longtemps, je me suis dit, en final, c'est pas si faux que ça. De dire qu'en fait, l'homme qui doit venger son père et tout ça, qui était quelqu'un, on va dire, pas très sympathique, hein, faut l'avouer, et que finalement, sa mère est tombée amoureuse d'un homme plus fin, plus subtil, moins bourru. Et au final, bah, ça marche plutôt bien, et que franchement, bah, à la limite, Nicole Kidman, tu la comprends dans sa thérapie, et que enfin dans sa vie qu'elle a voulu amener, et que derrière, bah, moi, franchement, je trouve ça super intéressant de savoir comment ça a été amené. Donc, voilà pour The Northman, c'est pour moi une des très bonnes surprises de 2022. Après, Robert Eggers reste un gage de qualité. Je suis curieux de voir ce qu'il va donner dans les prochains mois, prochaines années. Le film a tout juste été rentable, à ce que j'ai vu. Finalement, au début, on disait oui, mais le film n'est pas rentable, et finalement, il est rentable. Donc, voilà, clairement,
allez voir ce film, c'est de la bombe. Alors là, je vais en surprendre certains. Niveau film d'horreur, ou d'épouvante tout simplement, parce que plus que d'horreur aujourd'hui. Alors, faut dire que Scott Derrickson, c'est pour moi un de ces réalisateurs que je suis depuis tout le début, parce que pendant mon adolescence, j'avais un côté un peu morbide avec la série Eraser, c'est-à-dire que je déteste la série Eraser, mais j'adorais la regarder parce que ça me mettait mal à l'aise. Voilà, donc c'est un rapport très particulier que j'ai à la Lasher, c'est comme le réalisateur du premier, c'est... Ah putain, comment il s'appelle? Attendez une seconde, il faut que je me souvienne de son nom, putain. C'est... Ah putain, j'étais sur le bout de langue. Clive Barker, voilà. Clive Barker qui est justement à ce côté entre ce milieu très gay, SM cuir, voilà, qui me captive dans tout son esthétisme, mais dans le rapport au corps, moi, a tendance un peu à me dérouter. Mais c'est efficace, c'est super bien, enfin du moins le premier, après tous les restes. Et moi perso j'avais tenu jusqu'au 5, où je trouve le côté policier marchait plutôt bien, et j'étais très satisfait de ce cinquième film, et Clive Parker a été une bonne surprise. Et après on l'a vu évoluer, notamment avec L'exorcisme d'Emily Rose, qui est un de mes films que franchement de chevet, en termes d'ambiance et d'épouvante, car je trouve que l'ambiance reporte super bien, on a vraiment ce côté où on se pose vraiment la question, est-ce qu'elle était possédée, est-ce qu'elle était malade? Il y a toutes les questions qui se posent et que moi je trouve ça très intéressant. Ce comptait Sinister, qui je trouve était un film d'horreur très efficace et qui manque grandement aujourd'hui des films efficaces dans le monde où aujourd'hui Blumhouse a la suprématie sur le film d'horreur. Et souvent, je le dis assez souvent, moi je trouve ça assez déroutant qu'aujourd'hui on peut plus faire des films d'horreur avec du vrai budget. Ou par exemple, je pense notamment à, c'est ce qu'avait dit Alexandre Aja, où à l'époque tu pouvais faire un film d'horreur avec, on va dire, entre 10 et 6 millions de dollars, ce qui était un très petit budget à l'échelle américaine, mais clairement qui est quand même un budget confortable. Et aujourd'hui, maintenant, tu fais des films pour 1, 2 millions de dollars, tu regardes, c'est souvent les mêmes décors, il y a 3, 4 décors, les acteurs, voilà, donc des acteurs des fois pas très connus, donc tu minimalises à max. Et Scott Derrickson est aussi dans ce délire-là, mais ce qui en fait une force, ça n'empêche pas l'ambition qu'il a d'un point de vue du fantastique, d'un point de vue de l'horreur, où c'est un enfant qui se fait kidnapper, doit se faire tuer tout simplement, mais il arrive à esquiver un peu les jeux du tueur parce qu'il a un pouvoir en fait, c'est de communiquer avec les esprits. Ce qui est grandement utile, on va dire quand même, pour éviter de se faire slasher la gueule. On le prévient, dit ah non, si tu vas là, attention, là il attend quelque chose que tu sortes, c'est pour te couper la tête, te péter la gueule. Donc en ça, je peux le comprendre parfaitement. Et du coup, Black Phone a cette intelligence, je trouve, de scénario, une histoire simple, congrue, avec des personnages très bien développés, et que moi, perso, même les fantômes, tu t'attaches à leur sort, on va te dire putain, qu'est-ce qui leur est arrivé, et c'est vraiment une grande peine. Donc du coup, moi, je suis vraiment satisfait de Black Phone. Alors certains ne le mettront clairement pas dans leur top 10. Diront que oui, c'est un film un peu surfait et tout ça. Peut-être. Moi, clairement, j'ai pris énormément de plaisir à aller le voir, et je vous le conseille vivement si vous avez loupé Black Phone cette année. Donc du coup, numéro 7, il s'agit de The Innocent, que personnellement j'ai vu 2 fois. 2 fois, je l'ai vu une fois. Enfin, je l'ai pas vu complètement, je l'ai vu en entrebout. Enfin, j'ai loupé un peu le début au festival de Jarmet, où je suis bénévole tous les ans, parce que voilà, c'est toujours cool. Le festival de Jarmet dans les Vosges, tu profites un petit peu des micro-vacances au milieu du mois de janvier, ce qui est relativement cool. Et du coup, The Innocent, ça parle de quoi? Ça parle d'un petit groupe d'enfants, simplement qui vont développer des pouvoirs, et surtout ce que tu vas amener d'un point de vue sociétal, en fait, c'est-à-dire que les pouvoirs, selon le milieu, tout ce qui est autour de toi et comment tu vis ta vie, bah, clairement, va avoir une influence sur ta perception de comment tu vas amener les pouvoirs. Je pense au petit. Il y a un personnage en particulier qui, lui, est dans une situation très compliquée, que ce soit relationnelle avec sa mère, compliqué d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue plein de choses, qui fait que il va développer ses pouvoirs pas pour faire forcément que le bien. Et les autres, eux, qui sont plus gentils, plus tendres, justement, qui ont aussi des moods familiales plus aimants, clairement, vont faire que ça passe relativement mieux. Donc voilà, The Innocent, c'est vraiment une bonne perle avec des très bonnes idées de mise en scène par rapport au pouvoir, par rapport à plein de choses. C'est un film qui est très riche d'un point de vue de la mise en scène, et que je pense que ça peut plaire à énormément de gens.
Et dans une heure où je pense Marvel s'essouffle un petit peu, je pense que c'est bien de se retourner aussi à des films où la magie, le fantastique, et notamment entre guillemets super-héroïque, dans ce genre-là un petit peu légèrement, à hauteur d'enfant, bah, peut être une force. Genre un petit peu comme ce que pouvait l'être par exemple un Spider-Man 1, 2 et 3, ou avec un Peter Parker qui apprend à développer ses pouvoirs au fur et à mesure qu'il évolue et au fur et à mesure des dilemmes de sa vie. Parce que moi, je suis clairement Team Spider-Man, Sam Raimi ever. J'ai défendu corps et âme. Ceux de Mark Webb sont quand même sympas, mais bon, perso, j'ai toujours eu du mal avec Andrew Garfield. Tu me dire, oui, ce mec, il est beau gosse comme quoi. Et c'est le mec le plus impopulaire du lycée. Clairement. Tu te fous de ma gueule. Non, clairement. Et de ce John Watts, je les aime pas, clairement. Après, c'est le MCU en global. Juste, je crois que c'est hier, je me suis regardé Doctor Strange. Pour le délire, ouais, le dernier. Et oui, comme ça en dit beaucoup sur ma perception du film. Mais clairement, franchement, c'est un film que j'ai pas spécialement aimé, que j'ai pas spécialement accroché, que je trouve qui était foiré de A à Z. Mais vraiment de A à Z. Donc du coup, voilà. Moi, je vous conseille vraiment The Innocent. Si vous l'avez loupé, regardez-moi ce film. Oups là. Bon, bah, je vous ai spoilé un petit peu le cinquième. Mais du coup, en sixième position, moi j'ai mis Elvis de Baz Luhrmann. Baz Luhrmann, après Romeo, après Gatsby, après Australia et tout ça, il revient avec un film, moi perso, qui m'a beaucoup captivé, que j'ai adoré. Alors, ça c'est une chose. Baz Luhrmann, je trouvais beaucoup moins intéressant. À certains Gatsby, j'ai trouvé ça sympathique, mais avec le recul, je trouve ça pas transcendant Gatsby. Même si ça rajoutait une image plus moderne, entre guillemets, de la femme d'aujourd'hui. Alors que par exemple, dans celui-là, scénarisé par Coppola, bah, le film est clairement sur une femme de son époque, un peu plus manipulatrice, qui va dans ses intérêts. Là où, entre guillemets, sur la version 2000, il était beaucoup plus niaise, globalement. Elle est un peu niaise, elle prend pas de décision, quoi. Roméo et Juliette, j'aime beaucoup. Après, moi, c'est surtout Moulin Rouge. Que je me prends une claque à chaque fois que je le regarde. Et que pour moi, une des plus belles histoires d'amour. Un jour, je vous tape peut-être un petit top 10 des plus belles histoires d'amour de l'histoire du cinéma. Mais du coup, Elvis, pour moi, est un film qui marche. En tout cas, avec la mise en scène de Baz Luhrmann, parce qu'il y a cette énergie rock and roll. Alors clairement, où Elvis est clairement à fond les ballons, il a une énergie, il a une prestance, il a un charisme qui est propre qu'à lui et qui fait que franchement, on y croit par rapport à l'évolution de sa vie, par rapport à plein de choses, où tu te dis s'il a fait les mauvais choix, il a été influencé, et justement c'est très intéressant parce le film est raconté du point de vue de son ancien manager, qui un peu l'a tué, parce que vulgairement il l'a usé, hein, il s'appelle deux fois, hein, mais je trouve qu'il y avait quelque chose de magique dans la présentation de Elvis. Il y a une très grande douceur au début, très grande sensualité sur le personnage, et surtout l'intérêt qu'il avait. Et je trouve des moments assez exagérés, parce que le moment où il commence à jouer sa première chanson en live, et quand il voit l'hystérie du début qui lui arrive, moi je trouve ça génial dans l'ambiance que ça amène. Mais clairement, Elvis, c'est un film qui est très réussi de bout en bout jusqu'à la fin, où finalement il meurt seul, presque Elvis. Et il continue à chanter jusqu'à la fin parce qu'il meurt à Hawaï, je crois, pour son gros dernier concert. Et il meurt presque. Je pense que c'est un peu comme l'équivalent de Johnny. Je pense que Johnny rêvait de mourir sur scène, hein. Mais voilà, donc. Bon, après, ce qui est marrant sur Elvis, c'est que Elvis, apparemment, était aussi. Et il écarte un peu les trucs de sa vie. Et après, ça, c'est un peu le point culture que je vous fais là. Mais apparemment, Elvis était quand même relativement gros pédo, hein. C'est dans le sens. Pas forcément parce qu'il aimait les petites filles. Après, je sais pas, peut-être un petit peu. Mais clairement, Elvis était connu aussi parce que est un gros peur des maladies, des microbes et tout ça. Donc, du coup, il supportait pas de se dire ouais, il y a une autre top qui est passée avant moi, donc moi je veux de la vierge, quoi. Donc, pour ça, je dis un peu le côté pédo. Et vous regardez ça, les meufs qui séduisent, même dans le film, font relativement très jeunes. Donc, globalement. Après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, ça, est-ce que tu peux lire sur différentes choses. Mais globalement, bah, ça reste un film que je trouve très réussi. Donc, Elvis de Baz Luhrmann. Encore du film français.
Encore du film français, on a du film français de bonne qualité. Et d'ailleurs, c'est peut-être le film, je crois que c'est, il a dépassé Les Tuches et Qu'est-ce qu'on a tous encore fait, oh mon Dieu. Jiménez montre que c'est un maître du polar qui a très bien analysé son Michael Mann, qui a une ambiance, qui a une manière de montrer le temps qui passe avec sa méthode pour montrer de l'action, de la tension. Et dès le début, hein, t'es dedans. Hein. Franchement, tu te dis putain, voilà, sur les attentats du 11 novembre, du 13 novembre. 11 novembre, 13 novembre. Du 13 novembre il y a quelques années, et que clairement, il nous montre justement euh, tout l'immersion d'un point de vue de cette session qui doit attraper les terroristes et tout ce que ça peut amener, tout ce que ça peut engendrer d'un point de vue de la pression, d'un point de vue de comment les équipes fonctionnent, que des fois qu'elles sont pas où elles doivent passer un petit peu par l'inégalité pour pouvoir réussir. Alors globalement, on est sur un film qui est parfaitement maîtrisé d'un point de vue de la mise en scène. Jiménez gère parfaitement son truc. Il y avait vraiment une ambiance que je trouve très pesante, surtout le début où tu te dis il n'arrive pas à l'attraper le terroriste, et que tu sens que ça va avoir des conséquences assez graves. Et derrière, même si tu connais un peu les aboutissants quand même, parce qu'on l'a tous français, on l'a tous vécu sur le coup. Et clairement, bah, là, on est sur vraiment du film très bien amené, avec un Jean Dujardin et un casting exceptionnel, où ils jouent tous à merveille. En fait, ça fait du bien de voir des gens, des acteurs, qui jouent à balle, qui jouent et qui sont pas des caricatures, soit de comiques ou autre chose, où vraiment c'est des acteurs qui cherchent à avoir du jeu et à pousser leur manière d'être. Et franchement, Novembre, c'est un film que je me le remettrai peut-être un petit peu pour le mettre à jour. Est-ce que dans quelques années, je me dirais Novembre, sur l'année 2022, c'est le film qui me transcendra? Je sais pas. Tu sais, par exemple, moi j'ai cette habitude un petit peu aussi de dire mais par exemple, si tu vas sur une année, il y a des films que par exemple, que clairement j'évincerais d'un top 10 aujourd'hui. Là, c'est mon top 10 sur le coup, fin d'année, un petit peu encore à chaud de l'année, quoi. Mais clairement, je pense que l'année prochaine ou même dans 2 ans, même plus tard, je me dirais que je suis passé quand même à côté de plein d'autres films et clairement à côté d'autres trucs. Donc voilà, numéro 4. Incroyable. Les nuits de Mahad. Mashhad. Alors Mashhad, c'est clairement un film qui m'a traumatisé, qui m'a fait pleurer, qui m'a fait sentir mal. Alors ça parle de quoi, la nuit de Mashhad? Alors c'est un film réalisé, je crois que c'est le réalisateur sur Téhéran, La Loi de Téhéran. Je crois que c'est lui, ou je sais plus si c'est un autre réalisateur iranien, mais du coup qui trame sur les prostituées iraniennes qui se font assassiner par un tueur. Oh là là, c'est horrible. Et du coup ça va amener une journaliste iranienne du coup à enquêter directement sur le film et se dire que voilà, elle arrive à trouver qui est ce fameux tueur. Et du coup, le truc, c'est que, particularité, c'est qu'en fait, le film, dès le début, se met pas le point de vue du tueur, comme par exemple peut le faire n'importe quel slasher ou tout ça, pour anticiper un petit peu comment ça va arriver. Mais ça passe directement du côté des prostituées et de tout ce que ça mène. Justement, que souvent elles ont des enfants, que malheureusement elles se prostituent pas des fois pour nourrir leur famille, mais juste parce que des fois la drogue fait beaucoup de ravages dans tous les pays du monde, hein, que ce soit en France, que ce soit dans d'autres trucs. Alors, moi je suis pas là pour faire l'apologie de la drogue ou n'importe quoi, mais pour certains c'est vrai que ça fait des effets vraiment désastreux d'un point de vue corporel, d'un point de vue moral, d'un point de vue psychologique. Il y a plein de trucs qui fait que derrière c'est très compliqué, et du coup beaucoup de ces femmes ont besoin d'argent, et donc du coup sont amenées à rencontrer de mauvaises personnes, et ça montre beaucoup à quel point la société iranienne est très religieuse, et à quel point dans cette religion justement bah, ces personnes justement bah, sont un peu des parias de la société, parce que justement ce sont des personnes qui vivent dans le péché, entre guillemets on va dire, alors que simplement c'est des gens qui ont un mal, qui aimeraient en sortir, mais c'est très compliqué pour eux, et que la société n'aide pas à les aider, parce que ce sont des femmes, et que d'un point de vue des femmes dans ces sociétés, fait qu'elles ont même un statut à part. C'est-à-dire que l'enfant masculin a plus d'autorité que sa propre mère. Et ça, c'est intéressant de se dire à quel point
même au sein d'une famille, même le meurtrier est protégé par sa famille, protégé par ses amis, disant ouais mais t'inquiète, c'est normal, on sait que t'as pas fait ça, on fait que t'as fait ça, parce que c'est des tempes. Donc voilà, clairement c'est un film que je trouve très fort d'un point de vue émotionnel. Les actrices sont exceptionnelles, l'acteur est flippant à souhait, et l'actrice qui joue la journaliste, vraiment t'amène justement à te dire que voilà, même la politique s'est corrompue, les policiers s'est corrompu, et que même quand tu crois que tu as la fin, tu vas avoir satisfaction avec une certaine fin, bah en fait, elle te rappelle qu'en fait, une chose, même s'il y a une fin comme ça, même si la fin d'un personnage comme ça va t'amener la fin entre guillemets satisfaisante, derrière tu peux dire que quelque chose peut très vite arriver et que d'autres peuvent être créés. Et donc clairement, bah c'est quelque chose moi qui me déroute, et clairement j'ai une pensée pour tout ce qui se passe actuellement en Iran, et que toutes ces femmes, bah putain les pauvres quoi, elles sont amenées à un mode de vie et une vie qui est très compliqué pour elles, et qui malheureusement bah elles n'ont pas le droit de liberté, et on voit ce qui se passe actuellement. Donc c'est un film que pour moi d'importance. Je pense que dès quelques années, ça sera là, pour moi je le mettrai limite en premier, je pense dans quelques années. Là je l'ai mis en cap parce qu'il y a d'autres films sur le cœur qui m'ont parlé. Mais après je pense dans le temps, je pense que pour moi c'est un film très important qui doit rester dans l'histoire du cinéma. La nuit de Mashhad, je vous le conseille vivement, et n'ayez pas peur de le voir. Freak Out! Freak Out! Ah oui, numéro 3, Freak Out. Direct. Alors là, certains vont me dire, c'est quoi Freak Out? C'est quoi ce truc? Attends, je vais agrandir un petit peu l'image. Je vais même l'agrandir un petit peu à balle pour vous savourer un petit peu. Regardez-moi cette ambiance. Mais putain, là, ça inspire le fantastique en plus. Et alors, ça parle de quoi Freak Out? Bah, Freak Out, c'est un film italien on peut dire même qui joue entre plusieurs genres, entre le fantastique, le comique, avec un petit peu quand même certaines tensions que je trouve magnifiques. Et du coup c'est un film que je trouve très fort. Alors là, à l'heure, comme je disais avant, je parlais des Marvel sur The Innocent, alors là clairement Marvel, pourquoi je vais pas voir des Marvel? Bah c'est pour aller voir des films comme ça. Attends, là, comme ça. Ce film là, c'est de la bombe. Faut le voir. Freak Out. Je vois le nombre de personnes qui sont passées à côté de ce film. Alors c'est un film en plus qui est vraiment européen, qui a une sensibilité italienne, européenne, que je trouve absolument magnifique. Freak Out, c'est réalisé par Gabriele Menetti, qui est notamment le réalisateur de l'excellent Jack Robot, dont je parle très souvent parce que je le vends ce film, parce que pour moi c'est un film que je trouve fort, que je trouve émotionnellement très beau. Et en fait, ce qui est génial, c'est que pour certains qui sont pas très cinéma, bah, j'ai pu leur amener le cinéma à eux avec ce genre de film, parce que c'est un film qui parle très bien de toute la situation euh, en 1900, enfin pendant la Deuxième Guerre mondiale, où en fait ça parle de cette petite troupe que vous voyez juste en haut là, en fait, tout en haut là, les quatre, du coup, avec une nana qui a des pouvoirs entre guillemets d'électricité, entre guillemets, un peu, voilà. Il y en a un, il a le pouvoir de contrôler les insectes. Alors, il y a un côté, je trouve, très Naruto, un mix entre du Naruto, du X-Men et un peu du Star Wars, parce que bon, il y a un peu le Chewbacca-like. Alors que si vous l'avez reconnu, c'est le joueur qui joue le personnage principal, il s'appelle Jack Robot, mais qui est un acteur incroyable. Incroyable. Vraiment, je trouve que c'est un acteur de génie qui a beaucoup de talent, beaucoup de qualité. Et du coup, ces quatre personnages, en gros, veulent partir en Amérique, fuir la guerre parce qu'ils se sont fait péter leur chapiteau, se fait démolir à cause de la guerre. Sauf que leur ami va se faire attraper. Et notamment, il y a aussi des nazis, parce que nous sommes en Italie pendant la Deuxième Guerre mondiale, et il y avait pas mal de nazis, et dont le mec avec une belle croix gammée derrière, qui est lui derrière, bah, a du coup, en se droguant vulgairement, a développé entre guillemets le pouvoir de voir le turfu, le futur. Et du coup, bah, il voit Hitler mort, et il veut en gros sauver littéralement l'Allemagne de la guerre. Et c'est un film que justement qui a une très bonne sensibilité, qui a une très douce sensibilité entre les quatre personnages et lui, qui est un peu aussi un peu maltraité par son frère, vu comme un minable. Donc clairement, bah, il y a ce paradoxe-là, c'est que même si le personnage est quand même le protagoniste, bah, il est quand même attachant par certains moments, et je trouve ça très fort parce que d'un point de vue émotionnel, et justement sur la friction que ça peut avoir entre
lui et les différents personnages. Et c'est un film fantastique qui est bourré d'action, très généreuse, où franchement, moi je n'arrive pas. En fait, c'est ça que j'aime bien, c'est de se retourner à encore un film de super-héros slash fantastique à hauteur d'humain. Comme The Innocent, j'ai adoré pour ça, et bah par Freak Out, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors, c'est aujourd'hui, je sais que c'est très compliqué de filmer à hauteur d'humain, parce que bon, les humains, ils en ont strictement rien à faire, à part d'être de la poudre à canon. Alors que vulgairement, si vous regardez le premier Spider-Man de Sam Raimi, je reviens toujours aux très bons exemples, bah, la population a un intérêt. Et par exemple, ça se voit notamment au moment où Peter, dans le 2, perd ses pouvoirs, où tu vois un peu tout le monde dans la ville essaie de voir la place qu'il a d'importante dans la ville de New York. Et c'est pour ça que moi, les super-héros, je préfère ça à hauteur d'une ville plutôt qu'au niveau du monde, de la galaxie, de mes couilles sur l'univers. Là, on est vraiment sur Rome à l'époque, et c'est très bien situé comme ça. Où on te dit, bah, les nazis, c'était quand même des bons fils de pute, que clairement, les personnages fantastiques était très bien amenés. Et c'est un film qui a des fois un mauvais goût que je trouve vraiment très drôle. Alors que je pense par exemple où t'as le personnage entre guillemets du Chewbacca que vous pouvez voir là clairement en train de baiser avec une Chewbaquette, et t'as un moment t'as le personnage de lui qui a le pouvoir de contrôler un peu qui est un peu un aimant sur pattes, et du coup derrière il est attaché une roue pour être torturé. Et du coup le truc c'est qu'à un moment en fait tu vois sa tub, tu vois une tub dans un film entre guillemets presque tout public, et moi je trouve ça génial. Il y a ce côté un peu je trouve très, très drôle que moi faire ça, ça se mélange super bien entre différents genres, entre le fantastique, l'humour, l'action et la scène d'action finale que je trouve géniale, émotionnellement très aboutie. Et les acteurs sont exceptionnels, il y a tout. Voilà, je vous parle beaucoup de Freak Out, mais Freak Out c'était vraiment un gros coup de cœur que je vous conseille vivement de regarder. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le, c'est vraiment du top, 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 du top et du top et du top. Bah top 3, on tape au top 2, on y va. Licorice Pizza, Paul Thomas Anderson. Fallait y passer obligatoirement. Parce que bon, c'est comme, aux yeux de beaucoup, c'est quand même un des films les plus importants de l'année. Je l'ai vu dans beaucoup, beaucoup de tops. Et moi, franchement, c'est un très beau film sur l'amour, clairement. Sur l'amour entre une. Je sais plus quelle est, je crois qu'il a 15 ans, elle en a 25 ou un truc comme ça. Et où, justement, d'un point de vue émotionnel, ça marche super bien parce que les deux vont se rapprocher, ils vont se séparer parce que elle inspire à évoluer aussi dans sa vie. Lui, il reste des fois très longtemps, même si c'est un entrepreneur de malade, le gamin. Franchement, le mec, il a fait plus de business que moi dans ma vie. Alors que moi, j'ai 30 piges. Lui, il a 2 fois mon âge et il a déjà fait 50 business. Après, c'est lié à l'Amérique, hein, clairement. Et surtout, ce que ça va les amener c'est presque un film à sketch où tu passes de personnage à personnage, enfin de moment de vie à moment de vie à moment de vie à moment de vie. Et clairement, je trouve ça hyper intéressant comment ça s'est amené, comment ça évolue, et que les personnages sont vraiment d'une très bonne tendresse. Il y a les acteurs sont au top. Je crois que l'actrice en plus c'est pas du base actrice, elle est chanteuse de base. Et les personnages qu'ils vont rencontrer sont un peu en couleur à côté. Je pense que autant que ça soit le vendeur du magasin de l'IAO, que ça soit le personnage joué par Sean Penn, ou le personnage qui est joué par Bradley Cooper, qui est complètement taré. Mais franchement, le Chorus Pizza, c'est un film, faut le voir. Faut le voir, faut le ressentir. Vous en sortez. En fait, là, vous sortirez avec un film vraiment feel good movie avec beaucoup de compassion, beaucoup de tendresse et beaucoup d'amour. Et c'est un film qui aide à croire en l'amour, tout simplement. Moi, perso, qui y croit quand même beaucoup, bah clairement, bah c'est un film qu'il faut voir. Et je vous le conseille vivement. Licorice Pizza. Et numéro 1, ne me jugez pas pour certains. Après, pour certains, ce sera pas étonnant parce que bon, ceux qui me connaissent l'amour que j'ai pour ce réalisateur. À quel point j'aime profondément cette ambiance, cette manière qu'il amène ce réalisateur. Pour moi, c'est plus qu'un film technique. C'est un film qui parle encore d'amour. Putain, il y a beaucoup de films qui parlent sur l'amour quand même. Putain. Et sachant que ça parle aussi d'amour un petit peu aussi. Euh, Freak Out. Mais là, clairement, Decision to Live par Chen Book. Je peux. Alors,
il y a quelques années, parce que ça fait un moment qu'il avait pas refait de film, mais déjà par Chan-wook, quand sa série, je l'avais adoré, sa série. J'avais adoré Mademoiselle, qui est pour moi un film magnifique sur l'amour, sur justement qui montre pour moi les plus belles figures justement pour moi c'est les plus belles figures lesbiennes du cinéma. Donc voilà, très intelligent, très bien amené, beaucoup de subtilité dans le récit, beaucoup de travail. Et là, on revient avec la même chose, avec un personnage de détective un peu désabusé, très méthodique, un peu coincé du cul, et qui clairement va tomber amoureux d'une criminelle. Alors, ce qui peut paraître bateau comme scénario, comme ça, mais c'est amené avec beaucoup de subtilité, parce que déjà, la mise en scène est franchement exceptionnelle. Je pense que Park Chan-wook est un réalisateur de fou. Je pense que Park Chan-wook est un génie. Park Chan-wook est parmi ces réalisateurs qui t'amènent une ambiance que je trouve parfaite pour ce qui est de son sujet. Même si pour moi, il y a quelques années, j'étais un peu perdu avec deux films qui m'ont beaucoup moins intéressé, parce qu'il y avait cette trilogie de la Vengeance et JSA que moi je trouvais merveilleux à l'époque quand je les regardais. Et après derrière, il y avait eu je suis un robot, I am a robot et Third, qui sont des bons films en soi, mais qui moi je trouve beaucoup moins attachants. Après, il revient avec Mademoiselle, qui pour moi une claque, mais de A à Z, et John to Live, et encore plus une claque d'un point de vue de la mise en scène. Et certains vont me dire, oui, mais c'est qu'un film de mise en scène. Alors non, c'est un film qui parle d'amour, c'est un film qui parle avec justement de à quel point c'est compliqué de pouvoir ressentir des choses, à quel point c'est d'aller de l'avant vers ces gens-là, justement, pour pouvoir développer cet amour et se dire que c'est quelque chose de très fort, quelque chose de très qui t'amène à te pousser justement et pas le voir tout de suite. Et moi, la fin du film, je suis en larmes parce que je me dis non, ce film ne peut pas finir comme ça. Et il finit comme ça et il le fait avec beaucoup de force et d'intelligence. Et ce qui est loin d'être faux et ce qui est bourré de tendresse. C'est un film, voilà, pour moi c'est un film parfait de A à Z parce que... Alors je le mettrai pas dans mon top 100, clairement, parce que Mademoiselle pour moi est clairement au-dessus, mais Destined to Live est clairement en termes d'amour, en termes de tendresse, en termes de manière d'amener le suspense, de dire oui c'est elle qui l'a tué, est-ce que c'est elle qui l'a tué, et finalement est-ce que c'est pas elle finalement, mais pourquoi elle joue avec lui comme ça. Il y a beaucoup de choses que je trouve très intéressantes dans ce film et qui méritent clairement, je pense, sa place dans mon top 1. Non, c'est pas top 1. Le film est un top 1 lui tout seul. Mais il y a des films comme ça qui te transcendent, qui te font beaucoup d'effets. C'est un peu comme quand t'es avec quelqu'un pour de vrai et que t'as cette manière d'aimer. C'est un film que t'as envie d'aimer. Donc voilà. Et d'ailleurs, d'un point de vue technique, moi je trouve ça très intéressant. Je pense notamment à ce moment-là où il y a la scène d'interrogatoire vers le premier quart du film. Et justement, il y a des jeux de mise en point que je trouve génial. Où je sais pas comment il a fait, s'il a dû splitter à côté, jouer sur le point et refaire plusieurs fois la prise pour voilà. J'aurais aimé un making of de film parce que les idées de plans sont ouf, la mise en scène est ouf, tout est ouf dans ce film. En fait, il y a des idées à chaque plan et chaque plan inspire une émotion, inspire moi à me questionner et se me dire mais putain comment il a fait ça. Je pense des fois au vidéoclub de Mathieu Kassovitz où il dit oui mais des fois on se posait après une question quand il a fait ça, et là moi là je me suis exactement posé la question mais comment il a fait ça. Et moi je veux savoir, monsieur Park Chan-wook, je rêve de vous interviewer pour en apprendre un peu plus sur votre travail et j'aime ça. J'aime ça, et que je vous remercie pour ce film encore rempli d'émotions. Donc voilà, pour ce merveilleux film qui était Destined to Live. En tout cas, j'espère que vous avez aimé Stop, les gens de ce live. Et après, à côté, on se retrouvera très vite pour plein d'autres trucs. Je vous dis donc à la prochaine, portez-vous bien. Ciao.